Euh, donc, il va parler d'un autre sujet. Et ensuite, il y a Bernard Bois qui va intervenir pour l'association Aréar et qui va présenter son invité, l'invité qui nous arrive de Suisse et qui est conservateur d'un musée en Suisse. Voilà. Et c'est, j'explique ça à Jacques, hein, excusez-moi, ça c'est technique. Hein. Et ensuite, c'est, voilà, ouais, Raoul Sangla qui terminera la séance. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la maison, je vous explique. Vous avez devant vous un micro. Parce qu'à la fin de chaque conférence, on fait ce qu'on appelle les questions-réponses. Si quelqu'un voulait intervenir lors de la conférence, mais enfin, on vous demande, s'il vous plaît, dans ce cas-là, que ce soit que des choses intéressantes, parce qu'autrement, on peut le faire en fin, en questions-réponses. Hein. Vous appuyez, s'il vous plaît, sur le bouton blanc et vous pourrez voir apparaître une lumière rouge. Parce que tout ce qui est dit, si ce n'est pas enregistré comme il faut, on n'entend rien à la télévision. On n'entendra pas. D'accord ? Voilà. Donc, surtout n'oubliez pas ça, s'il vous plaît, ce serait gentil. Voilà. Voilà. Oui, c'est bizarre, elle est très... Non, je sais, mais il est là aujourd'hui. Si, c'est bon, voilà, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est bon, Jacques ? Oui, ça tourne. T'as vu, donc, mademoiselle. Je vais essayer de suivre. Il y a madame. Non, d'abord, c'est Raoul Sangla. Non, mais c'est parce que... C'est Raoul Sangla en premier. Oui, non, et donc, c'est à la fin. Voilà. Alors, les cassettes. Ils ont leurs ordinateurs, mais apparemment... Donc, Raoul...
On va voir. Donc c'est bon, Google. Bon. On y va? Bonjour chers amis, nous sommes aujourd'hui le 9 novembre 2004, symposium Art et Art, visioconférence à partir de l'Université de Paris 7 sur le campus de Jussieu. Bon, Jacques, on recommence? Bonjour, bienvenue au symposium Art et Art. Nous sommes le 9 novembre 2004 en visioconférence à partir de l'Université de Paris 7 sur le campus de Jussieu. Le sujet d'aujourd'hui sera Art et télévision, le désert culturel. Point d'interrogation, comme d'habitude. Donc nous sommes ici grâce à Gilbert Sol, qui est directeur de l'ART, Application Réseau Télématique de l'Université de Paris 7. L'ingénieur Jacques Chatelot, qui est responsable des visioconférences Visio P7, Université de Paris 7. Et Marie-Claude Vétréno-Soulard, professeure de l'Université de Paris 7. Le grand témoin aujourd'hui sera Raoul Sangla, à ma droite. Et nous aurons comme invité Anne Mazoric, c'est ça? Cofondatrice de Zalea Télé, ou TV, Télésion d'Action pour la liberté d'expression audiovisuelle. Et nous regarderons, entre autres choses, son site www.zalea.org. Nous avons aussi comme invité Charlie Noz, graphiste plasticien, qui est aussi à l'université de Marne-la-Vallée. Et comme vous le voyez, son adresse est les100cravates@ouvaton.org. Il nous parlera d'une performance ainsi que de la télévision précitée. Nous avons par ailleurs un invité qui nous vient de Suisse, qui est le conservateur du musée, si je ne me trompe pas, il s'appelle comment le musée? Le musée Rilke, c'est ça? Donc monsieur Kurdin Ebneter, c'est bien ça? Ebneter, pardon. Conservateur du musée Rilke à Sierre, en Suisse. Et enfin, notre ami et secrétaire général Bernard Bois nous parlera de l'association donc Art et Art, et nous parlera aussi du musée, c'est ça? Et de Rainer Maria Rilke. Il nous a apporté, comme d'habitude, des documents très intéressants. Et donc, moi, le discours Meury, voilà. Donc, nous donnons la parole à notre ami et grand témoin Raoul Sangla, qui va nous parler, ou plutôt tenter de répondre à cette question. Art et télévision en France. Nous nous limitons à la France, mais s'il veut parler d'autres pays, nous serons ravis. Le désert culturel, avec un point d'interrogation. Bien, merci Lise, bonsoir. Merci Lise, bonsoir. L'agitation autour que vous venez de faire me rappelle les premiers âges de la RTF. Nous avions ce genre de technique pour passer les cartons. Les cartons, ça a bien changé. Donc la télévision désert. Dans son histoire, il y a eu effectivement un certain nombre d'émissions qui ont été spécifiquement consacrées à l'art. Je pense par exemple à toute une série que Jean-Marie Drault, en son temps, dans les années 60, a pu faire et qui sont devenus les Montparnaud, ou Giacometti, enfin un grand nombre d'artistes encore vivants à l'époque étaient interviewés, filmés dans leurs ateliers, etc. Mais ça, c'est tout de même les années 50.
les années 50 jusqu'aux années 60. Disons que jusqu'à la partition de l'ORTF en 1974, sa partition en chaînes multiples, comme vous savez, et il y a eu là effectivement beaucoup moins d'émissions qui ont eu l'art pour sujet. C'est immiscé très vite, comme elle n'a cessé de le faire depuis, le problème finalement de la rentabilité au sens générique du mot, et a vu finalement sacrifier tout ce qui pouvait être de création, disons, d'invention tout au moins, dont la rentabilité, avec ou sans guillemets, effectivement, était moins assurée. Notamment en ce qui concerne l'audimat, bien évidemment, le nombre de spectateurs, de citoyens qui étaient devant leur poste. Il faut dire que le mot de citoyen a laissé place au fur et à mesure plutôt à celle de consommateur. On parle couramment à la télévision aujourd'hui dans les chaînes que vous connaissez, on parle de clients. Nous avons des clients ou nous n'avons pas de clients. Donc la marchandisation a eu, entre autres, les métiers de l'art, les artistes, leur production, leur vie, comme première victime. Et aujourd'hui, si on exemple peut-être, disons, l'Arte mythique qui a qui donne écho de temps en temps, mais plutôt effectivement de l'institution. Mais où est l'invention, où est le travail des artistes, la difficulté de ces milliers de peintres, de sculpteurs, de plasticiens. Là c'est le désert. Les films sur il m'est arrivé personnellement de filmer, par exemple, en 1991, j'ai filmé le décrochage d'une centaine de tableaux de Nicolas de Staël à Saint-Paul-de-Vence. Et j'ai donc tourné un document de 45 minutes environ, assez particulier en cela qu'au fur et à mesure que l'on montrait les tableaux et qu'un peintre en direct en faisait commentaire, les ouvriers arrivaient et les dérobaient à notre vue. C'est un système de mise en scène que j'avais choisi volontairement. Je ne suis jamais arrivé à le vendre, y compris à Arte. J'ai eu une rebuffade d'Arte. C'est pas tous les jours que l'on voit 100 tableaux commentés de Nicolas de Staël. Je parle donc il y a très, très exactement 14 ans. Bon, voilà un exemple. Parce qu'il n'y a pas de créneau, parce que si pour des raisons absurdement administratives ou sottes, enfin, ou de mauvaise foi, selon les cas. Alors, en revanche, donc, que dire du désert? Vous savez, la fameuse question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Là, il faut l'inverser. Il faut dire, pourquoi n'y a-t-il rien plutôt que quelque chose en ce qui concerne le marché de l'art? On pourrait conclure ainsi, parce que nous parlerions très longtemps. Ça ne convaincrait pas les responsables aujourd'hui des chaînes de télévision. Ça ne les convaincrait sûrement pas. Si nous n'assurons pas un audimat, nous n'aurons pas de diffusion. C'est absolument sûr. Je n'ai trouvé que, pardonnez-moi, je n'ai trouvé que finalement une télévision particulière, il faut dire, associative d'une part, pour diffuser des films qu'il m'est arrivé de faire, notamment un, j'ai rapporté une copie, on en verra quelques images en fin de séance, et ces Aléas TV dont nous avons évoqué, dont nous parlions, qui a notamment émis sur Paris, une partie de la région parisienne, 6 mois pendant l'année 2001 et 6 mois pendant l'année 2003. Et lorsque je me suis adressé à son équipe dirigeante, à ses responsables, et que j'ai apporté la cassette en question, dans l'instant, elle a été
accepté apparemment avec plaisir et diffusé 2 fois dans les 6 mois de cette diffusion autorisée par le CSA en 2001. Je dis ça parce que on peut rêver d'une télévision, d'une chaîne nationale, effectivement, dont Anne vous parlera dans un instant plus précisément que moi, puisqu'elle est l'une des fondatrices de cette association, de Zaléa TV. On peut imaginer une chaîne nationale comme ça, où des productions multiples, et singulièrement des productions sur l'art, mais diversifiées, parce qu'il ne s'agit pas que, à mon avis, par exemple pour la peinture, pour prendre un exemple, il ne s'agit pas que de faire des émissions de musée. Il serait intéressant de savoir comment la vocation de peintre intervient, comment sont les difficultés sociales, techniques, comment est-on aidé ou pas, et par qui, et par quoi. Ce sont un dossier extrêmement important. Que sont les artistes dans notre pays? Les artistes au sens large, il y a les peintres, mais il y a les autres, les musiciens, le reste. Où voit-on quelque chose qui ressemble à cette fermentation qui est celle de l'essentiel, enfin, pour une part, de notre civilisation, enfin qui devrait l'être, tout au moins, et qui ne l'est pas. Alors, quelle chance serait d'avoir effectivement une télévision, parce qu'une télévision, c'est un instrument qui diffuse, qui produit ou ne produit pas, achète ou produit, selon le cas, ou les deux, mais d'une télévision qui, nationalement, pour ne parler que de notre pays, et qui, nationalement, autoriserait systématiquement la diffusion d'une telle production. Ça serait quasiment le rêve, à la fois pour les artistes et à la fois pour les cinéastes, bien évidemment, et donc pour les citoyens, me semble-t-il. Voilà, grosso modo, pardon d'être un peu général, mais voilà un peu le désert, enfin, la silhouette du désert en question. Mais comme on ne va pas rester pessimiste tout le temps, si Lise le croit utile, nous pourrions peut-être passer la parole à Anne Mazouric pour nous parler effectivement de cette institution Zaléa TV. Voilà, alors Anne Mazouric, comme vous le voyez sur l'écran, est cofondatrice de Zaléa TV, et va nous expliquer la genèse et la vie de cette télévision. Mais d'abord, merci beaucoup de nous accueillir et merci à Raoul pour sa petite introduction. Il parlait de rêve tout à l'heure, une télévision dont on est une petite oasis peut-être dans le grand désert culturel, puisque nous, ce rêve d'avoir une télévision effectivement ouverte à tous, où on puisse y diffuser des œuvres qui viennent du social comme de l'artistique, on a essayé de le mettre en place et depuis 5 ans, donc on œuvre, on se bat parce que c'est vraiment un combat. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, je vous renvoie au site que vous avez à l'écran. Je vais juste en quelques mots vous définir ce qu'est Zaléa TV. D'abord, Zaléa TV veut dire télévision d'action pour la liberté d'expression audiovisuelle. Elle se définit comme une ONG d'intervention audiovisuelle d'urgence pour l'instauration de la liberté d'expression, du pluralisme et du droit à l'information télévisuelle libre, pour le libre accès citoyen à la télévision de tous les exclus au droit à l'image, pour la défense, la promotion, le développement d'un tiers secteur audiovisuel non marchand. Donc ça, je le souligne bien parce que c'est quand même c'est très important pour nous. Donc Zaléa est une association à but non lucratif, loi 1901, qui produit des programmes donc d'information et de création et qui édite et diffuse une chaîne de télévision nationale généraliste de libre expression. À savoir que Zaléa ne vend ni n'achète aucun de ses programmes, pas plus que Zaléa n'est financé par de la publicité. Il n'y a pas de publicité sur Zaléa TV. Voilà, donc c'est une chaîne indépendante de tout groupe associatif, politique, industriel, financier, philosophique ou religieux. Mais avant toute chose, Zaléa TV est un média d'action qui met en place des zones, des espaces télévisuels libres, en direct, sur le net, par le satellite quand c'est possible, par le réseau hertzien comme l'a évoqué Raoul tout à l'heure. Donc ainsi, Zaléa TV a vocation à être un espace de contestation et de subversion de l'ordre établi, ouvert à tous et notamment aux artistes et aux collectifs d'artistes. Donc elle a à son actif un certain nombre d'actions. Je vous renvoie pour cela sur le site que vous voyez à l'écran, ou alors à ce document qui s'appelle le ZALZAP, qui est un document que l'on offre aux gens qui soutiennent financièrement Zaléa.
voilà, qui relate justement cette campagne de diffusion depuis la Tour Eiffel pendant 6 mois, en direct, avec 4 heures quasiment tous les 2 soirs, accessible à tous. Donc voilà pour les actions, le site www.zalea.org et le ZALZAP. La dernière action donc, a eu lieu dans Acte 1 du 1er au 8 octobre 2004. À cette occasion, et pour réagir en tant que média à la fameuse phrase de M. Lelay, qui disait que le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du spectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible. Donc, je vous avoue que nous, on a vivement réagi. Je pense qu'on n'a pas été les seuls. Et notre façon à nous de réagir, c'est de mettre en place donc une zone d'action. Et nous avons accueilli un collectif d'artistes pour réaliser une performance symbolique qui s'appelle Plus de temps, cerveau disponible. Et là, je vous propose un tout petit extrait de ce qui s'est passé. Donc, c'était le 4 octobre, en direct, donc en diffusion hertzienne pirate, puisqu'on est censuré, ça je pourrais vous expliquer plus longuement plus tard. Et en diffusion sur le net. Donc voilà, ce qu'on peut mettre en place avec des collectifs, sachant que nous, on met en place tout un dispositif technique voilà, en direct. D'accord. Peut-être Donc je remercie Jacques Chatelot qui va envoyer le petit document. Envoyer le document de Zalea TV. Voilà, c'est ça. Qui commence. Se sont ainsi croisés ce week-end comme pour mieux mettre en évidence que le problème de l'insécurité sera au cœur, sinon le cœur même de ces 6 mois de campagne électorale. Ce sont toutes les formes de violence qui sont aujourd'hui en cause, de la violence des nationalistes corses, poseurs de bombes pour défendre leur cause, à celle de groupes sociaux tels les militants de la Confédération paysanne recourant à la destruction pour imposer leur point de vue, en passant bien évidemment par la délinquance urbaine, routinière ou spectaculaire. Bien entendu,
Merci Jacques. Donc, je vais vous poser la question de naïf, hein, que je suis d'ailleurs. Comment avez-vous pu obtenir, si j'ai bien compris, de pouvoir avoir une télévision pendant 6 mois? Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on peut procéder en France? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait changer la loi parce que les associations n'avaient pas le droit d'avoir des fréquences en 2000, la loi Trottmann. Et à la suite de ça, comme le CSA... La loi Trottmann qui ne permettait pas... Enfin, la loi Trottmann était une révision des libertés de la communication en France. Et au moment de cette loi-là, on en a profité pour faire changer la loi à ce niveau-là, à savoir que même une association pourrait avoir l'autorisation d'émettre sur le réseau national. Donc la loi a changé dans les textes au Sénat, à l'Assemblée. Et en fait, à la suite de ça, nous, on a fait nos demandes, donc très légalement, nos dossiers. Oui, alors, c'est des dossiers que vous pouvez retrouver sur le site du CSA, qui sont des dossiers de demande. N'importe qui peut faire une demande pour avoir une chaîne de télévision sur une région, sur un quartier, nationalement. Sauf qu'après, il faut bien savoir que le CSA, c'est lui qui, étudie les dossiers. Oui. Et comme vous le savez, est quand même... nous, en tout cas, on a eu les 3/4 du temps, nous avons été censurés, alors sous prétexte de toutes sortes, notamment les élections, parce qu'ils pensent que pendant les élections, que ce soit les présidentielles, les municipales ou ça, une télévision associative citoyenne ne doit pas émettre parce qu'elle est incontrôlable. Voilà le genre d'argument que nous avons eu. Et en fait, nous avons monté plusieurs dossiers et il y a un dossier qui a fini par accéder entre 2 élections. On a fini par nous donner un temps d'antenne. Oui. Donc, le CSA nous a alloué une fréquence, le canal 35, sur d'accord. notre demande, bien évidemment, mise en place à la Tour Eiffel, parce que le canal 35, il faut savoir, après, il y a des études techniques sur chaque ville, mais pour avoir une télévision nationale, c'était l'espace qui convenait le mieux pour avoir un relais des signaux. Donc nous avons diffusé très légalement d'octobre 2002 à mai 2003 depuis la Tour Eiffel avec un émetteur. Alors il y a eu plusieurs épisodes parce qu'au début le CSA nous avait accepté, mais simplement nous avait loué une fréquence de 62 watts, l'équivalent d'une ampoule. Donc vous voyez un émetteur à la Tour Eiffel de 62 watts, qui peut le recevoir? Puis à force de négociations, nous sommes donc arrivés à avoir cette diffusion depuis la Tour Eiffel. Mais c'est tout à fait légal, n'importe qui. On va sur le site du CSA, on a les dossiers qu'on peut remplir. Oui. Simplement, il faut savoir que derrière, c'est un combat politique avant toute chose. Parce que, politique et administratif. Politique et administratif, mais surtout politique. Parce que nous, par exemple, on a beaucoup d'amis, on va dire, à l'intérieur de la Tour d'Ivoire, mais qu'on n'est politiquement pas correct pour eux. Donc, parce qu'on donne la parole aux citoyens, à toutes sortes de collectifs, artistes. Raoul en a cité quelques-uns, et là-dedans, on est ingérable pour eux, alors qu'il ne s'est absolument rien passé pendant nos 6 mois d'antenne. Pour eux, être gérable, c'est quoi alors? Non, mais ça correspond à quels critères? Je pense que ils ne veulent pas donner la parole aux citoyens. C'est aussi un critère, comme disait Raoul Sangla, de consommation. Ah ben bien sûr, bien évidemment. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'achète aucun programme, on ne vend aucun programme. On met en place des espaces de partage, donc où les réalisateurs peuvent amener leurs films. Oui. C'est très bien. Et même les collectifs peuvent venir faire des happenings en direct, comme ce qu'on a fait là, et que Charlie Nod parlera mieux que moi, puisque c'est un espace qu'on leur a mis à disposition, quoi. Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup. Donc, votre télévision a donc émis pendant 6 mois. Qu'est-ce que vous avez pu, en bref, si vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous avez pu montrer pendant ces 6 mois? C'est très vaste. D'abord, on n'a pas émis 6 mois, on a émis 2 périodes de 6 mois, une sur le satellite et une sur tout Paris en 2001. Et là, cette période dont je vous ai parlé. Et entre-temps, nous avons fait énormément de diffusions pirates sur des quartiers. Quand on n'était pas autorisé par le CSA, là, on rentrait dans l'illégalité, on faisait des diffusions pirates. Alors, les programmes qu'on diffuse, c'est très hétéroclite. Donc, ça va effectivement de documents sur la peinture, sur l'art, de performances réalisées en direct, de pièces de théâtre, à on va dire un travail de déconstruction des codes de la télévision, donc un travail très critique sur la télévision,
en passant par des fictions, des courts-métrages. Nous, on incite les gens à se médiatiser eux-mêmes. Plutôt que d'envoyer des équipes aux quatre coins de la France, on a des correspondants, des gens qui eux-mêmes prennent leur caméra et relatent des événements qu'on diffuse. Donc on se débrouille pour récupérer les cassettes, les choses comme ça. Donc c'est très 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 varié. Si vous allez sur la page des programmes, vous aurez un petit aperçu. Ça va de soutien de collectifs sociaux, artistiques. C'est très diversifié, quoi. Je ne peux pas vous énumérer là tout. Il y a une petite touche dans le coin programme. Et en fait, voilà. Et voilà. Et vous avez, en fait, il y a tous les conducteurs antennes de toutes les diffusions sur lesquelles vous pourrez retrouver les... Alors, par exemple je ne sais pas ce que vous voulez essayer là. Mais je pense que ça, c'est plutôt... Il vaut mieux le laisser comment dire, aux gens à aller chercher parce qu'il y a énormément de choses, quoi. À la limite, ce jour ou semaine, je pense que vous devriez avoir peut-être... Voilà, quelque chose comme ça, ouais. D'accord. Voilà, vous avez expliqué, après vous cliquez archives des programmes, voilà, par exemple. Voilà, après vous recliquez sur la semaine qui vous intéresse. D'accord, on va dire, mettons semaine... prenez le 26 mai, par exemple, à la fin, voilà, ou je sais pas, voilà. Ici. Voilà, cliquez dessus. Et voilà, vous avez la liste à 22h30, voilà, le point sur l'Irak, voilà, c'est les films ethnographiques, tout ce qui touche au cinéma expérimental et cinéma parallèle, qui n'est pas forcément visible dans les grandes salles, voilà. Don Quichotte de Raoul Sanglaus. Et une question, est-ce que vous avez été aidé par, parce que nous, c'est ce que vous nous apprenez ici correspond un petit peu à la notion de partage qu'on préconise ici. Quel a été le rôle du ministère de la Culture? Est-ce que vous avez été aidé par le ministère de la Culture? Quelle a été son attitude? Est-ce que je peux parler de néant? C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont jamais voulu... Non, mais voilà, c'est des gens qui... Nous sommes ici en plus dans un département non seulement de sociologie et politique, mais aussi de sciences, information et communication. Donc vous êtes vraiment dans le vif du sujet. Voilà, alors c'est pas faute d'avoir fait un lobbying énorme auprès du ministère de la Culture, puisque quand on a fait changer la loi, on est arrivé à faire changer la loi, il faut le citer par le groupe des Verts qui a pu faire passer nos textes à l'Assemblée et au Sénat. Mais Madame Trottmann a toujours refusé de nous recevoir. On a toujours été relégués. Et après, Madame Tasca a fait de même. Et depuis que nous menons cette bataille, parce que c'est vraiment une bataille, nous n'avons jamais été reçus en direct par le ministère, par le ministre de la Culture, quoi. On est vraiment pour eux. Fermons les yeux, quoi. Ils sont là, ils sont bien gentils, mais on ferme les yeux, on ne nous reçoit pas, quoi. Et on est arrivé par d'autres biais parce qu'on n'a pas lâché prise à faire changer les choses, mais c'est pas gagné. Et aujourd'hui, on n'a absolument aucun soutien à ce niveau-là. On marche pas avec des subventions. Je vous dis, ce qu'on fait, c'est le soutien de Zaléa. Bon, j'aime pas trop faire ça, mais la promo, c'est que les gens qui nous soutiennent, on fait un film par an qu'on offre. Et le grand soutien de Zaléa, c'est les citoyens, c'est les individus. Alors, il y a des individus au niveau des chaînes de télévision, de maisons de production qui nous ont aidés matériellement et installés au début et tout ça. Et puis, il y a les citoyens de toutes parts qui envoient des programmes et ou qui ont un soutien financier. Mais voilà où nous en sommes. C'est vraiment très indépendant, quoi. Alors, est-ce que je peux me permettre aussi de vous poser une question sur un sujet qui est le sujet du droit à l'image, par exemple? C'est-à-dire qu'il y a une petite querelle parfois entre les syndicats, d'une part, qui représentent les artistes et la défense du droit à l'image, et certains artistes seraient désireux qu'il n'y ait plus de copyright, mais qu'il y ait ce que l'on appelle un copyleft, de façon à, parce que le but quand même d'un artiste nous on défend beaucoup, c'est les artistes qu'on appelle authentiques, entre guillemets, en fait leur but c'est qu'il y ait la diffusion de leur œuvre. Donc quelle est votre position quant à ce problème? Alors justement, on s'est énormément penché sur la question, puisque nous, tous les documents qui sont réalisés par l'équipe de Zaléa sont en copyleft. D'accord. Interdits de vente sur les chaînes commerciales ou publico-commerciales, mais en tout cas sont accessibles à tous les citoyens pour toute diffusion publique. Et nous, on se bat pour ça. Notre bataille, c'est avec justement les sociétés d'auteurs et tout ça pour que on trouve un équilibre. On n'est pas contre, mais on veut qu'il y ait des aménagements par rapport à tout ça, parce que parfois ça freine la création. Complètement. Ça a une forme d'autocensure totale. Nous, en art contemporain, c'est certain que ça freine la création, que beaucoup d'artistes contemporains en fait ne sont jamais diffusés parce qu'il y a des problèmes de droit à l'image systématiques, que parfois les artistes eux-mêmes
ne perçoivent jamais. Voilà. Ce sont les institutions qui perçoivent ces droits, mais qui le plus souvent ne les redistribuent pas. En tout cas, nous, pour nous, c'est le copyleft, c'est sûr. Oui, d'accord. Pour les artistes et les gens qui viennent à notre antenne, nous, on s'engage à ne pas vendre leurs documents et c'est une parole, c'est-à-dire on diffuse le document, on signe un papier, on le sait contractualiser. Et voilà, par contre, après, nous aussi, notre travail par rapport à ça, aux droits, aux échanges, pour continuer dans ce truc-là, c'est que nous, par exemple, s'il y a des artistes, d'autres personnes sont intéressées par les artistes, on fait aussi fonction de pont pour relayer les informations. Donc, vous soulignez la notion de partage. Voilà. Enfin, nous, vous verrez sur le site, si vous regardez le site de Area, J'ai vu. on a joué beaucoup sur le mot partage, puisque dans le cœur du mot, il y a ART, donc l'art, partage de l'art. Oui, d'accord. Bon, je vous remercie beaucoup. De toutes les façons, ensuite, par le jeu des questions-réponses, vous aurez sans doute des questions de la part du public. Donc, je donne maintenant la parole à Monsieur Charlie Noz, qui est donc artiste, mais qui est aussi à l'université de Marne-la-Vallée. Ah, il est obligé de passer comme ça. Oui, mais il faut, je crois, Lise, ça ne passe pas là. Oui, attendez. Non, mais normalement, il devait donner ça à Monsieur Châtelot, d'accord. Pourquoi? Voilà, connectez-vous là, d'accord. Voilà, d'accord. Et ça va se connecter là, d'accord. Et on ne pouvait pas faire ça la même chose avec lui? Non? Oui? Oui? Non, mais je vous écoute, allez-y, je vous en prie. Alors, donc, non, juste pour faire le pont. Anne Mazori qui reprend la parole, je vous écoute, oui. Voilà, c'est juste pour faire le pont avec les images que vous avez vues tout à l'heure. Oui. Charlie Noz fait partie du collectif d'artistes qui a réalisé ces images-là, quoi. Voilà. D'accord. Et c'est donc le collectif pour lequel vous aviez laissé un document. Voilà, c'est le collectif des sans-cravates. Voilà. Alors, Jacques Châtelot donc, va passer... Non, mais c'est bon, je vous en prie. Jacques Châtelot va passer donc, le document, va permettre à Monsieur Noz de passer le document. C'est d'ici que Ah bon. vous devez basculer quelque chose. Dans le titre. Je sais, attends une seconde. Il faut se connecter sur le projecteur. C'est bon? Voilà. Ah, non, c'est pour moi, ça. Bon, alors, donc là, pour le moment, on montre une partie du document. Et ensuite, Jacques, donc vous avez prévu avec monsieur quel écran? Non, je dois sortir par la sortie projecteur, c'est tout. Projecteur. Je crois qu'ils sont en train de se faire. C'est bon? Il faut bouger quelque chose, non? Donc c'est celui de droite ou de gauche? D'accord, bah oui. Qu'est-ce que vous faites là, Lise? Bah, j'essaie de... Je sais pas, c'est monsieur qui est spécialiste, donc... le spécialiste... C'est ce qu'on essaie de faire. Cyril, si Cyril Vassé avait bien intervenir. Alors Jacques Châtelot. Alors ça, c'est les miracles de la nouvelle technologie, voilà. Coordination sans cravate. Alors donc... Ah ben voilà. Et la lumière peut tomber un peu, non? Non, mais c'est bon à l'écran. Parce qu'il y a... N'oubliez pas qu'il y a quelques personnes dans la salle, mais il y a surtout des internautes qui regardent. Donc sur Internet, ils peuvent en direct regarder la visioconférence. Par contre, il serait bien, monsieur, si vous pouviez... Vous êtes obligé d'être près de l'écran? On ne va pas pouvoir vous voir là. Non, mais moi je suis obligé d'être là pour commander. Ah ouais, non, on ne vous verra pas. Il faut vous asseoir. Non, même pas, on verra son crâne. Si tu veux, je m'assois à ta place. Non. Ah bon. Et là, si je suis bien par rapport au micro, Pas de c'est bon? problème, allez-y. Voilà. Bon, ben bonsoir à tous. Je suis venu ce soir donc vous parler de la performance que vous avez vue dans l'avance du film de Zaléa Télévision. Je suis là ce soir,
ma profession, c'est graphiste plasticien et accessoirement de donner des cours des fois à l'université. Mais je suis là ce soir en tant que porte-parole de la coordination des sans-cravates, qui est un collectif dont je vais vous parler, et pour vous parler de la dernière intervention qui s'appelait donc « Plus de temps, cerveau disponible » en réaction à la phrase de Lelay que Anne vous a expliqué tout à l'heure. Donc la coordination des sans-cravates, que j'appellerai dans le texte de mon intervention CSC, est une non-structure, une non-organisation qui se réclame du polymorphisme. Elle a été créée en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution française. Au même moment, suprême injure au peuple, le roi Mitterrand faisait la fête à Versailles avec les dominants du monde qu'il avait invités. Au même moment aussi, sur d'autres places, à quelques milliers de kilomètres à peine, des milliers d'insurgés étaient massacrés. La CSC réclamait ce 14 juillet 1989 une insurrection, sinon rien, et projetait le vidéozine, l'insurrection des marteaux, pour mobiliser les sans-cravates. Je vous montre là la jaquette de ce vidéozine, le numéro 6, et aussi quelques pages, feuilles du feuillet intérieur. Je vous laisse lire ça pour... D'accord. Alors, je signale, je prie de m'excuser, je vous interromps, Charlie, que bien entendu, sur Internet, les internautes peuvent faire un arrêt sur image, c'est-à-dire que même si l'image va très vite, vous pouvez, comme sur une vidéo, faire une pause. Hein. Donc, on peut avancer sans problème. Donc ça, c'est pour votre compréhension, pour vous situer un peu quelles étaient les motivations de la création de cette coordination. Là, sur cette page-là, il y a quelques annonces d'actions qu'il y avait dans la ville, particulièrement le sondage. Il y a un sondage intéressant sur la page numéro 6, là, sur la droite, dont vous pouvez revenir dessus après sur Internet. Il y avait aussi quelques textes de référence, dont le texte de Jules Siruléen, qui reste un texte complètement, bien sûr, actuel et qu'on peut réutiliser aujourd'hui. Et il y avait quelques stimulants biographiques que l'on recommandait donc à l'époque. On est en 1989. D'accord. Donc il y a 15 ans déjà. Hein. Donc pour ce 14 juillet, la CSC a essayé aussi de déclencher une grève internationale pleine d'espoir qui s'appelait la grève des jambes. Ce concept, qui était très en avance sur son temps... Grève des quoi, pardon? La grève des jambes, dont on voit le trac derrière là, en projection. C'est le trac qui était distribué sur la place de la Bastille ce jour-là. Et il s'agissait de montrer, c'est un concept qui était assez en avance et qui n'a pas fonctionné parfaitement, quoi. Mais il s'agissait de montrer aux dominants que nous ne marchions plus dans leurs combines, dans leurs mensonges, en paralysant les places stratégiques des villes et des campagnes. Ce même concept de la grève des jambes a été repris au cri de « Faut pas mollir » en 2003, pendant les mobilisations citoyennes qui se proposaient d'empêcher la ruée vers le pétrole. Alors aujourd'hui, en tant que porte-parole occasionnel de la CSC, je suis venu vous parler de sa dernière intervention planétaire, on pourrait dire, puisqu'elle est partie par Internet en direct, les images que vous avez vues tout à l'heure, qui s'appelle « Plus de temps, cerveau disponible », et dont on peut voir bien sûr les images sur le site de Zaléa. L'œuvre qui a été réalisée le 2 octobre par l'artiste Court-Circuit, qui est sorti de l'anonymat et est intervenu à l'improviste dans une création collective, suscite un branle-bas de combat intellectuel post-debordien et surréaliste, on pourrait dire, dont la CSC n'a absolument rien à foutre. Les artivistes qui s'y retrouvent sont et resteront irrécupérables. Que feu l'œuvre originale donc, et collective de la CSC puisse un jour autofinancer, voilà, on peut continuer, donc que feu l'œuvre originale et collective de la CSC puisse un jour autofinancer la subversion,
n'est contradictoire que pour les cons. Les grands veilleurs sont morts, tués par les usurpateurs people et corrompus de la nouvelle philosophie. Il ne reste d'eux que quelques images mortes et du silence. On va s'arrêter là. Voilà donc, avant de continuer, donc, je vous montre quand même, après des images de la performance et du court-circuit. Il faut que ça mérite une petite explication peut-être. Hein. Là-dessus, donc, il y avait un totem avec un distributeur Coca-Cola que vous voyez, tout neuf, et une télévision qui servait de tête dessus, où il y avait un cerveau soldé et qui était connecté à ce moment-là sur TF1. On retrouve ça d'ailleurs sur le site. Hein, voilà. Ouais. Donc là, il y a eu un court-circuit, apparemment dans la télévision, qui a transmis le feu à l'ensemble. Et autour de ce totem, il y avait, comme vous voyez, des projections par terre, sur le sol, il y avait de la musique. C'était tout un collectif qui faisait la fête, pourrait-on dire. Et le court-circuit, donc, s'en est mêlé, le feu a pris, et il s'est passé donc ce que vous avez vu à la télévision et que vous voyez là. Et comme il y avait beaucoup de photographes, de vidéastes, il y a beaucoup d'images, de vidéos qui ont été faites sur l'événement. Et on n'a pas pu arrêter le court-circuit qui a pris très très violemment. Donc voilà le résultat, après quand le feu a réussi à être éteint. Et voilà ce que l'on considère, que la coordination des 5 cravates considère comme l'œuvre, c'est-à-dire le résultat du court-circuit, dans lequel le feu continue de brûler, pourrait-on dire. Donc, au point où on en est aujourd'hui, l'installation que l'on propose de l'œuvre originale, c'est à la fois la sculpture dont sur le toit on voit les restes de la télévision, il ne reste plus que le cadre, tout absolument brûlé, et le distributeur, lui, qui est conçu davantage comme un coffre-fort, a résisté un peu mieux. Et autour, comme vous voyez, il y a les projections, les mêmes qu'il y avait ce soir-là, et des images faites par des graphistes, des vidéos, des tas de matériel graphique disponible autour donc de la sculpture de l'événement. Donc, bien sûr, c'est pour ça que dans la déclaration que la coordination m'a demandé de vous lire, la dernière phrase que je vous ai lue était que feu l'œuvre originale et collective de la CSC puisse un jour autofinancer la subversion n'est contradictoire que pour les cons. C'est parce que le débat est tout de suite apparu par rapport à la récupération de notre action, etc., le service que l'on rendait à Coca-Cola, etc., etc. Donc cette phrase-là vient pour ça. Et ce que nous pensons derrière ça, c'est que ce qui nous a désespérés, à la fois dans la déclaration de Lelay et dans la situation que l'on est en train de vivre, a amené la coordination à ce texte-là que je vais vous lire, qui est tout assez court et qui sera la fin de mon intervention. Les grands veilleurs sont morts, tués par les usurpateurs people et corrompus de la nouvelle philosophie. Il ne reste d'eux que quelques images mortes et du silence, dont les autres s'auréolent avec une crapuleuse et cynique satisfaction. Nous sommes tous des orphelins de la grandeur de ces veilleurs qui signalaient le feu à l'horizon. Aujourd'hui, jamais nuit ne fut plus noire pour l'intelligence. Voir est un acte complexe. La cartographie de l'oppression est pourtant élémentaire, puisque l'on en est à vendre notre cerveau pour verrouiller le monopole tyrannique de la marchandise autoritaire. Ils nous veulent morts. Ils ne veulent plus d'histoire que la leur. Mais malheureusement pour eux, notre histoire à nous n'est pas finie. Il aurait fallu pour cela que nous donnions notre accord. La servitude domine, certes, mais qu'il y ait des esclaves heureux, entre guillemets, ne justifie pas l'esclavage. Un seul homme libre suffit à prouver que la liberté n'est pas morte. Nous sommes nés, nous voulons vivre. Les forces d'anéantissement sont radicalement engagées dans une voie où on ne s'attendait pas à les trouver si cyniquement violentes. Le spectacle rend le monde illisible. En nous mentant, ce monde, avec leurs images, ils opèrent à une permanente restriction mentale de l'humanité. C'est l'avènement d'un double néant, celui
du consommateur intouchable et du citoyen devenu abstraction statistique. La CSC propose de leur opposer un néant actif et une idée offensive de la liberté. Agissons comme si nous étions les enfants de personne. D'ailleurs, nous le sommes. Si vous voulez continuer à faire de la littérature, de l'éducation et de l'art avec les différentes combinaisons possibles du désastre, de votre confort et de vos peurs, allez-y. Mais ne nous donnez pas l'excuse de votre impuissance. Nous ne vous excuserons de rien. Nous ne quittons pas le bateau parce qu'il coule. Nous le quittons pour le couler. Nous savons depuis longtemps que l'on ne fait pas le ménage dans une poubelle. On ne se chamaille pas avec des ectoplasmes. On les éloigne pour dégager la cible. Nous ne craignons plus les salauds et les simples d'esprit qui fondent leur hégémonie sociale sur les rapports marchands. Nous ne voulons pas de cette modernité marchande qu'ils essaient de nous faire passer pour une éternité d'évidence. Le progrès dont ils nous parlent n'est jamais qu'une excroissance de l'insignifiant. C'est leur néant que nous voulons ravager. La coordination des 100 cravates, Paris, 9 novembre 2004. Donc je vous remercie beaucoup. J'aimerais simplement vous poser une question. Donc la coordination des 100 cravates, je sais que c'est un collectif, hein, mais vous êtes combien? Je pense que nous sommes quelques millions. Ah bon, d'accord, mais je veux dire, là, dans votre... vous représentez ces gens-là, mais quand vous dites quelques millions, parce que quand on dit un collectif, il y a toujours eu des collectifs. Hein, mais dans ce cas-là, il y avait... Mais comme je vous dis, c'est une non-structure, c'est une non-organisation. Donc, non, c'est pas moi, c'est moi aussi. C'est vous aussi. C'est moi aussi, oui. Mais on ne peut pas faire ce que vous avez vu tout seul. C'est pas possible. D'accord. Donc à faire cette performance, vous étiez combien? Je dirais qu'on était 200 à peu près, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, et pour comprendre, je prie m'excuser, parce que là aussi je me mets à la place des internautes. Cette performance a eu lieu où? Pardon? Cette performance a eu lieu pour la semaine Acte 1, la semaine de la rentrée des médias libres, à la Maison des médias libres, rue d'Aubervilliers, à Paris. D'accord. Rue d'Aubervilliers? Oui, d'accord. Et donc a été relayé par Zaléa Télévision. D'accord. Maintenant, par rapport à vos questions, Lise, et aux questions en général que vous pourriez poser aussi, ou avoir envie de poser peut-être tout à l'heure, moi j'ai une mission de la coordination qui a été de vous dire ce que je vous ai dit, de vous montrer ce que je vous ai montré, mais je n'ai pas autorité de parler pour la coordination, qui accepte volontiers de répondre à vos questions et d'engager le débat avec vous si vous le souhaitez. Mais pour cela, c'est par le web que ça se passe. Vous nous écrivez les 100 cravates @ouvaton.org où vous allez aussi pouvoir voir tous les textes de référence, que ce soit celui que je vous ai lu, que ce soit la déclaration polymorphiste, que ce soit le texte qui conceptualise Court-Circuit comme un artiste en lui-même, sur le site http://www.subversite.com à partir de demain. Donc tous les textes de référence seront là, les images aussi, et nous répondrons volontiers à toutes vos questions, mais uniquement par écrit, s'il vous plaît. Et je vous remercie beaucoup, encore une fois. Merci beaucoup, Charlie Noz. De toutes les façons, par le jeu des questions-réponses, il y aura, je pense, des retours sur cette intervention. Maintenant, je vais donner la parole à Bernard Bois, qui est donc aussi secrétaire général de l'association Art et Art, qui, sauf erreur de ma part, alors Art et Art, ce n'est pas seulement, comme vous le savez, les beaux-arts et l'art électronique, c'est aussi parfois la poésie, c'est aussi, donc aujourd'hui, nous allons entrer dans le champ de la littérature, de la poésie et de la peinture mêlée. Donc je vais demander à Bernard Bois de prendre la parole et je vais demander de l'aide à Jacques pour le banc titre à nouveau. Voilà. Donc Bernard, je vous donne la parole. Oui, c'est le cas, oui, c'est ce que je fais, oui. Voilà, formidable. Bon. Donc, je vous prie de m'excuser parce que je n'ai pas de banc de titre pour notre ami Bernard Bois, qui est si connu ici qu'on n'a même plus besoin de banc de titre.
Bon, et merci. donc, vous avez présenté votre ami et invité, Voilà. qui est monsieur le conservateur du musée Rilke à Sierre. Voilà. en Bien, alors Suisse. écoutez, je vais tout de suite profiter de la parole pour le présenter. Nous nous sommes connus il y a fort longtemps, bien sûr, grâce à Rilke. Et je profite de la visite de M. Tonnerre à Paris pour, c'est un peu une improvisation, pour qu'il présente la fondation, le musée de Sierre, qui a été créé depuis quelques années et qui rassemble là des 3000 documents à peu près autour de Rilke, sur Rilke. Alors, je vous donne la parole. Voilà, alors monsieur, alors je vous montre par ailleurs une photo donc C'est bon. du musée. C'est bon, ça prend. Voilà. Voilà. Alors, je remercie Bernard Bois de me donner la parole. C'est un peu imprévu. Mais c'est avec plaisir, bien sûr, que je vous présente notre musée, nos activités. Donc, M. Bois vient de vous dire que nous existons depuis quelques années, plus précisément depuis 87, où cette fondation vouée à la mémoire de Rainer Maria Rilke a été créée à Sierre en Valais, pour la simple raison que Rilke y a vécu, c'est-à-dire il y a passé les 5 dernières années de sa vie, entre 1921 et 1926, au château de Musotte, que vous voyez à présent sur votre gauche. Voilà. Sur la gauche, pardon, ici. Exactement. Là. D'accord. Et qui se trouve donc au-dessus de Sierre. C'est un manoir moyenâgeux qui date du XIIIe siècle, qui lui a servi de demeure pendant ces années valaisannes et suisses. Une période où il était à la recherche d'un endroit solitaire, d'un havre de paix, qui lui permettrait d'achever ses œuvres maîtresses, à savoir les élégies de Duino et les sonnets Orphée, qui ont donc vu le jour dans ce château que vous voyez ici sur votre gauche. Vous voyez ce manoir moyenâgeux du XIIIe siècle où il a vécu et qui est devenu depuis un endroit mythique de la poésie du XXe siècle. Un peu comme la tour de Montaigne en France, un peu comme la tour de Hemingway, d'autres lieux, d'autres tours qui ont abrité des poètes au fil des siècles. Pensez à ouais, j'ai déjà cité la tour de Montaigne, je pourrais citer la tour de Carl Gustav Jung, etc., et de bien d'autres. Puis je me permets de vous poser une question. Oui. Avez-vous un site internet? Oui, on a un site internet qui s'appelle donc www.rilke.ch. Ah, alors attendez, je vais essayer de faire appel à nouveau. Oui. Et c'est là qu'on trouve quelques informations sur la Fondation Rilke, mais qui aura son propre site prochainement. Il est en construction actuellement. D'accord. Alors, je crois que Bernard, vous allez faire une donation. Ça peut expliquer un petit peu le travail que vous faites tous les deux. Oui, alors... Mais vas-y, tu peux rester là. On te verra. Donc Jacques, si vous pouvez, si tu peux montrer donc Bernard Bois en train d'expliquer le. Bon, enfin, en fait, la fondation Rilke existe à Sierre. Il y a une fondation Rilke avec un dépôt important à Berne, aux archives suisses, et ensuite à Marbach, au Schiller Museum. La fondation de Sierre a pour particularité d'avoir beaucoup d'œuvres françaises, étant donné que Rilke a produit à la fin de sa vie beaucoup de poésie en langue française. Donc la fondation reçoit des dons de collectionneurs, que ce soit des manuscrits, des thèses, des documents non publiés ou introuvables, des revues. Donc la fondation collationne tout ce qui peut se trouver autour de Rilke, aussi bien en Europe qu'à l'étranger. Oui, c'est cela. Donc, elle est composée de plusieurs collections particulières qui nous ont été léguées ou données par des donateurs au fil des années. Entre autres, on y retrouve aussi toutes les premières éditions rarissimes des années 90
les premiers recueils de Rilke publiés à Prague et des éditions bibliophiles, des thèses, des travaux de recherche, des traductions de Rilke dans plusieurs langues, etc. Mais il avait de nombreux rapports avec le monde de la peinture, Rilke notamment. Oui, alors on peut dire que la peinture et ses rapports avec l'art sont vraiment une constante dans sa vie, dès son jeune âge, dès ses débuts à Worpswede, où il a d'ailleurs épousé une sculptrice, Clara Rilke-Westhoff, où il a connu des peintres, où il a écrit une première monographie sur les peintres, sur cette colonie de peintres de Worpswede, près de Brême. Ensuite, il y a eu l'étape parisienne avec la découverte de Rodin, de Cézanne. C'était un vrai tournant de sa vie, c'est là qu'il a appris à voir. Et ces découvertes picturales, artistiques ont toujours été des tournants dans sa vie, des moments qui ont jalonné son évolution artistique. Je peux citer Rodin, Cézanne, son voyage en Égypte, avec la découverte de l'art égyptien, du monde, de l'univers égyptien, son voyage en Espagne pour le Gréco, sa découverte de Picasso par la suite à Munich, sa découverte de Paul Klee, de bien d'autres artistes qui ont joué un rôle majeur dans sa perception du monde et dans l'évolution de sa création littéraire. Alors, je voudrais rajouter que la Fondation de Sierre reçoit donc les dons de collectionneurs. Et entre autres, bien sûr, j'ai amené ce soir un ouvrage qui est une édition originale des lettres sur Cézanne que Rilke avait produit, donc de son vivant. Quelle année? C'est en 1907. 1907, oui, pardon. Et donc Clara Rilke a été avant tout l'élève de Rodin, et grâce à Clara Rilke, Rilke est devenu le secrétaire de Rodin. Alors là, j'ai amené un ouvrage qui traite de Cézanne, et puis il y a cette importante étude consacrée à Rodin par Rilke en 1913. Alors, et c'est un livre de quelle année, celui-ci, pardon? 1913. Pardon, d'accord. Rilke étant décédé en 1926. Voilà, alors donc c'est le sujet qui nous rapprochait avec ces ouvrages consacrés à Rodin et à Cézanne, mais il est tout à fait certain que Rilke a été très influencé par sa vie à Paris avec l'art, et que le Rilke français est un Rilke qui n'est pas à oublier, car son travail est très important. Oui, je pourrais ajouter que Rilke est l'un des grands traducteurs de Paul Valéry au XXe siècle, et que ces traductions allemandes de Valéry sont considérées comme un chef-d'œuvre. Oui. Et il a traduit un bon nombre d'autres poètes français, italiens, russes et danois, etc. Donc c'est un poète multiglotte et traducteur aussi. C'est vrai, oui. Et il a été aussi, je crois, le professeur de Balthus, non? Pendant quelque temps. C'est-à-dire qu'il a aidé le jeune Balthus, et d'ailleurs aussi son frère Pierre, dans leur jeunesse, puisqu'ils s'étaient liés d'amitié avec leur mère, Baladine Klosowska. Donc il a soutenu les deux garçons en les aidant à trouver, par exemple, à trouver des emplois ou à trouver des écoles à Paris notamment, avec l'aide d'André Gide et d'autres amis aussi qu'il avait sur place. C'est comme ça que Balthus a pu finalement s'installer à Paris. Qu'il a pu s'installer à Paris. Oui, d'accord. Il trouvait sa place. Ouais. Oui, parce qu'une des premières œuvres qu'avait fait Balthus, c'était dans une église. Est-ce que c'était en Suisse, justement? La première œuvre de Balthus, c'était une histoire de chat. Une espèce de BD avant la lettre, une histoire de chat qui s'appelait Mitsu. Et Rilke a d'ailleurs écrit une préface. Le jeune Balthus avait 12 ans à l'époque. Et Rilke a déjà reconnu le talent futur du jeune Balthus.
Il l'a encouragé. Il l'a encouragé. Oui. Ouais. D'accord. Et donc vous avez édité, je vois, un très beau livre que va peut-être nous montrer Bernard. Oui, je montrais Oui. avant ici le portrait de Clara Rilke, qui a vécu très longtemps, très âgée, et qui, jusqu'à la fin de sa vie, a travaillé à la sculpture. Voilà, D'accord. donc Clara Rilke. D'accord. Alors, je Et donc ce présente- livre édité par votre fondation. Oui, Oui. voilà, c'est ça, oui. En 1997, nous avions monté une exposition sur Rilke Rodin, sur Rilke Rodin, d'ailleurs en collaboration avec le musée Rodin de Paris, Oui, qui d'accord. nous avait prêté un certain nombre d'œuvres. D'accord. Euh, Merci peut-être. Les manifestations. voilà. Si, il remercie. Donc à ce moment-là, on nous avait prêté aussi bien des sculptures que des dessins. Et, D'accord. Il y a de très belles aquarelles notamment. Oui. On vient de voir d'ailleurs sur l'une des premières pages une photo assez rare qui montre Rilke en compagnie de Rodin. Ah, d'accord. Et On d'ailleurs, vous voyez là, vous voyez oui. On voit le cinéaste qui sans arrêt dit il faut cadrer, il faut cadrer. d'ailleurs, les archives, je vous raconte ça pour la petite histoire, les archives du musée Rodin avaient considéré Rilke sur cette photo comme le chef d'atelier de Rodin. Ils l'ont confondu avec un autre personnage qui travaillait chez eux à l'époque. Et c'est en faisant des recherches dans leurs archives pour cette exposition qu'on a constaté qu'il y avait des photos montrant Rilke en compagnie de Rodin. Et puis il y en a un deuxième quelque part dans ce livre. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc Sierre se trouve où sur la carte du pays suisse? Alors Sierre se trouve au centre du Valais, donc dans la partie méridionale, alpine de la Suisse, à 1 heure de voiture de Lausanne à peu près, D'accord. direction est, D'accord. en remontant le Rhône. D'accord. Alors, pouvez-vous me dire, excusez-moi, l'adresse actuelle sur Internet, parce que nous sommes l'adresse actuelle sur Internet. Donc l'adresse provisoire sur Internet, c'est www.rilke.ch. D'accord. Donc Voilà. rilke.ch. Je vous remercie. Donc, on va passer au jeu des questions-réponses. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur Sangla ou pour Madame Charlene Knowles ou il y avait aussi une. Et je vous prie m'excuser. Il y avait une petite. Oui, Bernard Bois voulait parler pour l'association Art et Art. Alors, je voulais simplement rappeler à nos habitués et fidèles d'Art et Art qui viennent ou qui nous interrogent sur Internet que cette association a besoin de cotisations pour faire la publication de ses actes. Je rappelle donc les cotisations sur l'écran qui figurent, et même le mécénat est intéressé par ces adhésions. Alors voilà, c'était simplement un petit rappel. Et nous passons aux adhésions 2004-2005. Voilà. Voilà. Et je voudrais poser une question à M. Sangla. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué les graves problèmes du désert à la télévision. Donc, à une époque pas si lointaine, il n'y avait que 2 ou 3 chaînes. Et on se rappelle d'émissions comme La caméra explore le temps, enfin d'émissions qui étaient des émissions phares. Et on s'aperçoit qu'avec la pluralité des chaînes, c'est de plus en plus creux. Alors, la télévision est payante. La cotisation si je puis dire, on doit payer une redevance télévision, mais il y a quand même la publicité. Et s'il n'y avait pas de publicité, ça forcerait bien sûr l'État à produire la qualité, mais la publicité tue finalement la qualité. Il y a de l'argent, il n'y a jamais autant d'argent à la télévision. Mais pour quel résultat? À vrai dire, si l'on prend les chaînes publiques, parce qu'il s'agit, les chaînes privées ne vivent que de publicité. TF1 et M6, pour ne prendre que les deux phares, sans compter un certain nombre de télévisions sur le câble, vivent exclusivement des recettes publicitaires.
En revanche, le service public, France 2, France 3, Arte qui est à part, ou la 5, ont une part relativement importante du budget qui est fourni par la publicité. C'est près de la moitié, sinon un peu plus que de la moitié. Alors, si l'on amputait, effectivement, ce que le rêve de certains, effectivement, si l'on amputait leur budget des recettes publicitaires, il est évident qu'il faudrait diviser par 2 les moyens qui seraient les leurs pour faire du programme, tout au moins dans la structure institutionnelle telle qu'elle est aujourd'hui échafaudée. Autre chose serait effectivement d'avoir des télévisions qui auraient moins de moyens. Tout le monde vous dira il faut plus de moyens pour faire mieux. Alors, ceux qui défendent la publicité dans le service public disent oui, mais pour faire mieux, il faut qu'il y ait de la publicité, sans quoi les budgets sont insuffisants. Mais je crois qu'il y a surtout... Je vous prie de m'excuser, est-ce que vous pensez que c'est exact, cette notion qu'il faut beaucoup de moyens pour faire bien? Bon, il y a 1000 exemples dans le monde de l'art où, avec peu de moyens, on fait mieux. Mais en télévision, il y a quand même une structure telle que effectivement, les budgets sont conséquents. Je ne sais pas quel est le budget de Zaléa, pour prendre un exemple associatif, mais le bénévolat est conséquent. Il s'agit d'une association donc de bénévolat. Il y a des adhésions, des adhérents, il y a des cotisations, mais c'est quand même relativement maigre. Ça tient quand même à l'énergie d'un groupe, de quelques-uns, même grossi de bonne volonté. Mais je présume que, compte tenu de ce qu'a dû payer l'association pour diffuser sur la Tour Eiffel, par exemple, c'était de quel ordre Je n'ai pas les chiffres. T'as pas les chiffres, mais enfin, c'est trop cher pour une association. Donc, oui, on commence tout de suite à avoir des Juste, ce que je veux dire, c'est que pour produire, ça coûte pas très cher. Aujourd'hui, ce qui coûte très cher... C'est-à-dire, je voulais m'excuser, un ordre d'idée. Parce qu'on s'occupe d'associations, nous aussi, donc pour avoir un ordre d'idée. J'en sais rien. Nous, beaucoup de gens sont équipés de caméras, les cassettes, pour donner une ordre d'idée, une cassette DV, ça coûte quoi on va dire 4-5 euros, quoi. Donc... Parce que pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, nous ici, l'association Art et Art, qui est vraiment une association à but non lucratif, c'est quand même intéressant, c'est que les banques maintenant en France refusent d'ouvrir un compte en banque si l'association n'a pas un turnover, on va dire, ou un roulement de 5 000 euros par an. Autrement, ils ferment l'association. Donc c'est un élément significatif, vous voyez, parce que beaucoup d'associations n'auront jamais, vous voyez, nous on le voit bien, par exemple, 5 000 euros d'adhésion par an. Oui, bien sûr. Et donc, dans ce cas-là, la banque la ferme et l'association ça dépend des banques. Ça dépend des banques. Il paraît que c'est la norme actuelle. Enfin, pour l'association Rémi Gourmand, on nous a jamais... Peut-être parce qu'elle est ancienne, mais ce sont les nouvelles normes, on va dire 2004. Bon, donc la financiarisation générale de la société se projette sur effectivement la marche même de structure, pourtant service public, avec ou sans guillemets, que représente France Télévisions. Le prix maintenant d'un film de long métrage produit par la télévision. Je parle en francs parce que enfin c'est de l'ordre de 6 à 10 millions de francs. Donc ça fait combien ça fait 1 million et demi d'euros. Oui, 1 million et demi d'euros. Le cinéma devient hors de prix. Alors ce sont les deux bouts de l'échelle, quoi, où effectivement, ce sont des affaires, il faut beaucoup d'argent. Ou alors, c'est le bénévolat. Moi, il est vrai que lorsque j'ai tourné justement, on va montrer ce film dont vous allez voir quelques images, voilà, il est évident que... oui, si Jacques, là, il faut baisser un peu la lumière, Jacques, peut-être. Jacques, si vous pouviez... Si on diffuse le... si vous pouviez passer le film de Raoul Sangla... Voilà, je vous demande les 3-4 premières minutes, je ne vais pas abuser de votre temps, mais c'est pour, je vous parlerai ensuite des conditions. Vous
comment? Ah ouais. Ah ouais. Ouais, mais ça c'est lui qui l'a inventé, hein. C'est même le destin finalement, hein. Ouais. Parce que Célis rime avec délice, ça, vous savez, moi je vis dans un pays, le Languedoc, où il y a encore des parfums arabes, hein. Ils ont occupé là-bas. Ils ont laissé aussi des proverbes, et il y en a un qui dit que le hasard, c'est l'ombre de Dieu. Et c'est l'ombre de Dieu qui a voulu que Célis, hein, que Célis s'appelle Délice avec un C. Voilà. C'est ça. Parlez aussi, Xavier, vous parlez de fleurs, d'oiseaux, de langage d'oiseaux, devant l'étoile qui est assez. Ouais, celle que vous prenez là en ce moment, bien sûr, et puis aussi ce papier que j'avais pas vu, extraordinaire. Vous voyez, ça, oui, fabuleux, ça. Extraordinaire. Ah oui. Alors là, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Il y a un voyage là. Un souvenir. Vous pouvez vous approcher, Xavier, si vous Ouais. voulez montrer quelques détails. Ouais. Approchez-vous franchement. Bah, vous avez la peau vivante du papier qui vibre là dans la lumière, hein. Extraordinaire. Et puis toutes ces notes là, toute cette musique merveilleuse là, hein. Alors, mais j'ai pensé en regardant ça à une phrase que disait Michel-Ange. Tu connais pas cette histoire, mais ça m'avait frappé. Il disait en parlant de Fra Angelico, ce bon moine a dû visiter vraiment le paradis. Il disait ça. Et lui c'était plutôt un gars qui aurait plutôt visité l'enfer, hein. Mais il disait ça. Et là, j'ai l'impression, alors que c'est un souvenir rapporté d'un pays absolument merveilleux, quoi. Et qui est pourtant le nôtre, hein. Celui où on vit, quoi. Et celui où on ne vit pas. Hein. Voilà. Alors, Et ailleurs, Xavier. Ailleurs, parce que le jardin est grand. ah ouais, on peut se balader partout par là. Oui, parce qu'il y a Pierre qui est là, qui est dans le passage, mais vous savez, le peintre ne parle pas, il est déjà tellement... C'est le peintre Pierre Célis. Ils savent parler, hein. Ils savent mieux parler que les autres. C'est pour ça que je vous parle, hein, d'ailleurs. Mais personne ne parle mieux de la peinture que les peintres. Hein. Ça, c'est sûr. Ils sont difficiles. Oh, pas toujours. Bah, quand on parle, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais. Qu'est-ce que vous voyez en Ah bah non, là, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te demande? Donc c'est que t'as été au paradis. Mais en ce moment, je suis très heureux là avec vous quatre. C'est un peu le paradis. C'est le dernier jour de l'exposition. L'avant-dernier. On peut arrêter Bon, quand on veut. alors, merci, Merci, Jacques. Jacques. Ce film, sauf erreur de ma part, sera de toutes les façons, éventuellement, il est sur votre télévision. Il a été diffusé, mais il n'est pas. Il n'est pas sur le site. Il n'est pas non. en ligne. Donc éventuellement, il sera, on pourra voir s'il peut être mis en ligne. Alors, il s'agit de qui, Raoul? Mais il s'agit de Pierre Célis, que l'on aperçoit à la fin, et l'homme au chapeau s'appelait Xavier Dejean, il vient de mourir il y a quelques semaines, et qui est un ami de Pierre Célis. Et il a été conservateur dans un musée du Languedoc dont il parlait très très bien. Parce que là c'est le démarrage, hein, je ne vais pas m'arrêter de filmer pendant 59 minutes, là, dans une centaine, 110 toiles qui sont tout autour dans cet espace de la Manufacture des œillets à Ivry. Et sans cesse, le dialogue va ricocher du peintre à son ami. Donc, on a comme ça des variations sur l'éclairage à propos du comment. Avec les peintres sont toujours un peu à l'intérieur. Xavier Dejean, l'homme au chapeau, est bien sûr à l'extérieur. Et ça donne donc un document. Je ne m'arrêterai que 59 minutes plus tard, lorsque, ayant visité tous les tableaux, la centaine de tableaux, ils sortent du champ et disparaissent comme Dejean est arrivé au début. Une espèce de liberté, une espèce de prélèvement d'espace-temps, et puis de prélèvement de rapport entre eux,
moi, mon assistante qui tenait la perche et que l'on voit en certains moments. Enfin, il y a une espèce d'empathie qui naît comme ça tout de suite, alors que je ne connaissais pas Xavier Dejean 20 minutes avant. Je ne connaissais pas Pierre Sélis, le peintre, non plus. Et nous nous sommes rencontrés à 4, mon assistante avec sa perche, moi avec ma caméra, et qui parle, et puis les 2 personnages que vous avez vus. Mais l'empathie aidant, tout à coup, ça glisse, on passe de l'un à l'autre, et là, et on avoue qu'on est en train de filmer, et un peintre et son ami conservateur, et que je tiens une caméra, et que je ne suis pas parfait, que ça se voit, et que je le dénonce, etc. Oui, cette sympathie-là est un mode particulier d'aborder effectivement de façon non académique, dirais-je, parce qu'un académique vous dirait, oh quoi, mais la caméra a bougé ici et là, elle est imprécise, etc. Mais j'ai toujours préféré, personnellement, le processus au résultat. Je trouve que dans le processus, dans le mouvement de la vie, se situent des choses que le résultat que l'on donne avec les rigueurs plus ou moins apparentes, etc. Mais ce ne sont pas des pratiques fréquentes à la télévision de montrer ce genre de... Jean Rouch a fait, en tant que technologue, avec l'Afrique, des contacts extraordinaires. Mais il y aurait tellement à faire, et quand on voit les nullités que nous impose à la télévision, alors qu'il y a dans notre quotidien, dans le milieu de l'art, tellement d'artistes, de gens à découvrir leur travail, leurs ateliers. Je parle que de l'art, oui. Mais ça peut être aussi pour des poètes, des écrivains. Oui. Des cinéastes. Oui. On peut faire ça, effectivement. Mais moi, ils mettent donc, comme je tournais pour mon plaisir. Mon assistante, nous travaillions ailleurs à l'époque, mon assistante était là aussi, les anciens jeunes gens étaient avec moi là, c'est-à-dire que ça a coûté le prix de la cassette et rien d'autre, c'est-à-dire quelque chose comme, tu le disais tout à l'heure, 10 à 12 euros ou quelque chose comme ça, pour avoir le document. La bonne volonté. Qui est là d'ailleurs, l'original est là, hein, la petite cassette que j'ai confiée à Jacques, et celle qui était dans la caméra quand j'ai filmé ça, hein, il y en a un exemplaire, il y a eu une copie qu'a faite Zaléa pour sa diffusion, etc., mais elle est là, elle est grande comme ça, comme une boîte d'allumettes portative, et rien d'autre. Donc, on peut effectivement faire des choses. Reste le problème que quand on veut en vivre, y compris dans les télévisions associatives, si l'on imaginait un réseau en France de télévision de proximité, il faudrait effectivement que l'État mette la main à la poche et que ça rentre dans le budget de la culture et de la communication, le financement de ces petits groupes. Il suffirait de 4-5 personnes, des jeunes gens à qui on apprend ça très vite et qui peuvent servir d'agitateurs comme ça pour voir comment marche le monde et pourquoi il marche comme ça et pas autrement, et ce qu'en pensent ceux qui sont les acteurs de la télévision. Moi, j'ai toujours eu pour principe de dire les acteurs de la réalité doivent devenir les acteurs de la télévision. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez qu'il y a 500 personnes qui font la télévision elles toutes seules et que l'on voit sans arrêt. On parlait de turnover tout à l'heure, les mêmes que l'on voit toujours. Ils se retrouvent entre eux. Voilà, c'est ce que j'appelle la distribution de la télévision, comme il y a la distribution des interprètes dans le cinématographe. Oui, on a le même casting tout le temps. Voilà, alors on dit casting, moi je ne parle pas l'anglais, mais on dit casting aussi. En plus, oui. Voilà, ils s'invitent et ouvrez votre poste, c'est ce que je disais à Christine Ockrent il y a 20 ans. Je disais, quand je vous vois dans mon poste, j'ai l'impression d'avoir oublié de l'éteindre la veille, tellement leur présence est constante. Et constante. Ah oui, c'est là, vous le direz. Oui, elle est constante. Alors, je les avais appelés les icônes électroménagères. Icônes, ils sont toujours là. Et électroménagers, parce qu'on achète notre poste dans l'électroménager. Mais on a nos amis qui habitent plusieurs fois ici, qui s'appelle Louis Barbier, qui a travaillé beaucoup sur Lautrec. Et il a fait un film, on a fait un film sur lui, qui dure, je crois, une partie a été enregistrée, passée à la télévision à 1h du matin ou à 3h du matin. L'autre, Lautrec, c'est l'envers du décor. Et c'est confidentiel, ça passe. Oui, mais ceci dit, Bernard, il y a quand même un impact, parce que je suis tombée par hasard sur ce film, que j'ai tout de suite enregistré, parce que ça m'intéressait. Vous voyez, comme quoi, je ne savais même pas que Louis Barbier avait fait ce film, et qu'il passait sur la 3. Comme quoi, il y a quand même eu un impact, puisque j'ai gardé la vidéo. Une personne. Non, mais... Et nous avons la chance de l'avoir ici, ce soir. C'est comme une loterie. Par contre, vous travaillez aussi pour TV5. Alors, est-ce que TV5 est plus ouvert ou... Quand j'ai travaillé pour TV5 dans la décennie 90, j'ai terminé d'ailleurs ma carrière avec les institutions télévisuelles. J'ai fait 321 fois 26 minutes, une interview avec
un journaliste, et bien sûr, je ne m'occupais que du filmé, Philippe Lapousterle. Nous avons fait 321 fois 26 minutes, avec la particularité d'avoir une caméra qui a une position et une seule, et deux cadrages, un avec l'amorce parfois du journaliste de dos, et l'invité à qui je ne coupais jamais les mains. Nous en avons fait 321, dont 120 écrivains, scientifiques, artistes, etc., étrangers. Et les autres, 200, 230, 240, étaient des Français. Mais ça a été mis de côté parce que Derrida vient de mourir. Nous avons fait 26 minutes. L'un des 321 était Derrida. Ils ne l'ont pas diffusé. Au lieu de se préoccuper de ce qu'ils ont en archive et qui a été produit et réalisé pour TV5, ils ne s'en servent pas, par exemple. C'est effrayant, enfin, de voir comment tout part à volo. On a l'impression qu'ils recrutent des incompétents, mais je ne sais pas comment ils font pour les recruter, parce que si on essayait de les avoir par concours, ils n'y parviendraient pas. Et là, ils sont tous réunis, comme par hasard, dans les mêmes bureaux ou dans les bureaux proches les uns des autres. Et il y a une espèce de laisser-aller, une espèce d'arrogance aussi, parce qu'ils ont le pouvoir. C'est nous qui invitons, c'est nous qui passons, c'est nous qui parlons, c'est nous que l'on maquille et que l'on voit. Vous savez, l'âme humaine, hein, comme dit le poète, hein, c'est fragile. Hein, et dès que le pouvoir est là, l'ivresse du pouvoir suit très 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 vite. Hein, vous voyez, et bon, pas qu'en ce domaine, mais là aussi. Donc, non. Je ne vois pas comment on peut retourner. Le vieux McLuhan disait le message, c'est le massage, c'est-à-dire ce qui compte, c'est d'avoir un téléviseur chez soi. C'est là que l'on nous tient, par le téléviseur, pas par l'essence, par le téléviseur, on nous tient. D'où est déversé. On pourrait parler d'un alambic du consensus, quoi. De cet objet, goutte à goutte, ne sort que du consensus. Dès qu'il y a du contre-pouvoir, il est ou manipulé ou étranglé, on parlait de censure tout à l'heure, d'une façon ou d'une autre, et vous ne vous en tirez pas, quoi. Et de se détacher de cet objet, pour une majorité de notre peuple, et pas seulement, hélas, c'est le seul instrument d'information et de culture. Hein. Or, l'incitation à la culture, au sens le plus large du mot, elle est rare dans le poste, hein. Elle est vraiment rare. La radio laisse plus de part de rêve, d'imaginaire que la télévision. Ah oui, l'absence d'image, bien évidemment, vous tient moins prisonnier, effectivement, du réalisme. Il faut, et la lenteur aussi, parce que la télévision, on a tac, 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 on change sans arrêt d'image, etc. Et la lenteur nous manque, et sans la lenteur, pas de réflexion et pas d'imaginaire qui travaille. Et ça, c'est vraiment du décervelage. Tout à fait. Comme disait Dali, de la crétinisation universelle. Oui, quelque chose de ce genre. Bernard Legal aimerait poser une question. Et s'il y avait des questions pour M. Charlinos, je crois qu'il n'est plus là. Donc ce serait Madame Anne Mazory qui pourrait répondre éventuellement. Pas pour le sans-cravate, hein. D'accord. Ça a été très clair là-dessus. Alors Bernard Legal, c'est pour monsieur. Oui, toujours au niveau de la télévision, c'est sûr que toutes les chaînes publiques et privées sont nivelées par le bas avec la télé-réalité. Et beaucoup de directeurs de chaînes ont les yeux rivés sur l'audimat. Et je pense que ça va être très difficile de revenir en arrière et que ça sera plutôt maintenant les chaînes thématiques comme les chaînes histoire. Les gens auront le câble et verront des programmes sur les chaînes histoire, sur les chaînes nature ou des choses comme ça. Mais pour revenir à des émissions intéressantes sur les chaînes, les gens ne veulent plus voir ça. À 20h, il n'y a plus d'émissions intéressantes. Sur le câble, est-ce qu'il y aurait une chaîne thématique sur l'art? Et c'est comme la presse. La presse aussi. Là, j'ai entendu dire encore aujourd'hui que Le Monde avait encore de grosses difficultés et qui cherchait un associé européen. Style Bertelsmann, ça va être encore un... Oui, parce que ça, je pense que c'est dû aux journaux gratuits aussi. Oui, et puis on lit de moins en moins, et que le téléviseur est venu pour un grand nombre aussi combler le besoin que l'on a d'être informé, par exemple, au sens le plus large du mot.
et qu'on se dit, bon, je vais le voir et l'entendre ce soir en rentrant, donc je n'achète pas de journal. Le nombre de lecteurs, le lectorat, ça me nuise. On le sait lentement, mais sûrement. Et même le monde est touché. Parle de paraître même le matin, si c'est nécessaire, pour se sauver, et ne plus paraître donc en début d'après-midi, etc. Et c'est la situation est très très sérieuse en ce qui concerne l'information. Alors, le problème, c'est d'avoir, moi, ce qui m'énerve aussi, ça c'est un versant, mais l'autre versant, c'est que les citoyens ne s'en préoccupent pas, ne bougent pas assez. Et donc, ce qui prouve que l'ordre majuscule a réussi son coup avec ce que j'appelle l'alambic du consensus. Hein. On décervelle lentement, mais oui, il y a comme un décervelage civique d'une certaine façon qui est en route et qui quotidiennement finit par produire effectivement l'effet. On ne se révolte plus hein, quand les manifestations sont éthiques maintenant. On l'a vu il y a 2 jours ou hier, avant-hier, non, que sur le racisme, etc. Vous voyez, bon, comme par hasard et comme en France, il y a 5 associations, il y en a 2 qui ne sont pas d'accord avec les 3 autres. Ça, alors, les Français, on a des records là-dessus. Bon, et donc, la vie collective, on est passé, et je crois qu'il faut bien l'appeler par son nom, le capitalisme est arrivé génériquement, finalement, à faire en sorte que l'excellence individuelle prime tout. Occupez-vous de vous, de votre carrière, etc., etc., et que l'action collective, la réunion, la communauté est quelque chose qui est en régression dans les consciences même. Il est plus facile d'être chez soi, le pied dans les pantoufles, et puis on appuie, on change de chaîne avec ça, sans témoin, sans sanction, etc., dans sa bulle. L'individu, quoi, opposé. Quand il s'agit de descendre pour aller donner un coup de main, on pourrait croire que cet engin nous aurait développé chez nous, chez les citoyens, le goût de la solidarité, de la tolérance, des vertus cardinales dans une société, dans une communauté. Et c'est tout le contraire qui se passe. C'est pour ça que j'ai pratiquement toujours dit ça dans ma carrière. On dit tu craches dans la soupe. Non, j'essaie de me rendre compte de ce qui se passe. Et je crois que ce qui se passe, c'est ça, c'est le décervelage, et c'est pas l'émancipation qui est le but principal, la cible de l'avenir. D'autant plus qu'il y a la fameuse loi de 99 qui, au lieu de... Ça c'est français, hein, au lieu d'aider les associations, a apporté un rude coup à la liberté associative, tout en disant nous fêtons, je crois que c'était le centenaire de l'association, alors qu'à partir de 1999, on a assimilé les associations à des sociétés pour pratiquement... pour la fiscalité. Fiscalement, oui, fiscalement. Donc ça, c'était vraiment tuer l'association de 1901. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a aussi été passé complètement sous silence, y compris par Le Monde, hein, qui a glorifié la nouvelle loi, mais qui a été dans le consensus total. Parce que peut-être que ce qui tue Le Monde, c'est qu'il devient trop consensuel pour les vrais intellectuels. Qui se posent des questions. Mais ceci dit, en étant optimiste, comme vous disiez, Al-Mazourik avec Zalea.org montre quand même que l'Internet peut être... Alors nous, on en a justement longuement discuté avec Olivier Lewis samedi soir, justement, sur le problème du copyleft et du copyright. L'Internet permet... à la création de s'exprimer, mais justement parce que les artistes choisissent, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient poètes, qu'ils soient plasticiens, qu'ils soient peintres, choisissent dans ce cas-là le système du copyleft, c'est-à-dire ils abandonnent leurs droits d'auteur. Mais là aussi c'est un rude combat parce qu'il y a des syndicats qui tiennent à garder leur pouvoir, parce que le pouvoir n'est pas forcément là où l'on croit, hein, il faut le débusquer. Donc, alors, comment voyez-vous les choses, vous, Madame Mazourik? Est-ce que les nouvelles technologies apportent plus de liberté ou moins de liberté? Alors, c'est clair que ça amène beaucoup plus de liberté. Je pense que le problème, il n'est pas du tout au niveau des nouvelles technologies, parce que il y a des avancées qui sont fabuleuses, et aujourd'hui, avec de tout petits moyens, on peut faire énormément de choses. Je pense que le problème, il est là où Raoul a soulevé, c'est qu'aujourd'hui, notre télévision, c'est plus une télévision, on diffuse plus des programmes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est dans une grille de programmes de télévision service public, c'est que vous n'avez plus de programmes. Vous avez des publicités qui jalonnent
toute la journée, parce qu'il diffuse en 24 heures, à des heures précises. Et autour, on fait du remplissage avec éventuellement des programmes. Et des programmes, s'ils peuvent vous endormir tranquillement pour que vous puissiez regarder la publicité, c'est mieux. Alors, donc vous dites que la colonne vertébrale, en fait, il commence. Ah, mais par ça, la c'est pas, publicité. je le dis pas. Ah oui. Vous avez, si vous comment ça regardez fonctionne une grille de programmation d'une chaîne de télévision nationale publique, les documents phares, c'est la publicité. Mais oui, la grille, c'est la publicité. Et Dieu sait que tous les gens qui font la télévision, qui fabriquent la télévision, se font souvent taper sur les doigts si jamais la pub n'est pas passée à 1 minute près ou des choses comme ça. On rentre dans des délires absurdes, quoi. Et comment expliquez-vous tous les deux, ou je pense qu'il y a d'autres intervenants qui peuvent, ou d'autres personnes dans le public, ou même le professeur Marie-Claude Bertrand-Sola, est-ce qu'il y a des chaînes, parce qu'on va avoir combien, on va avoir un bouquet de combien de télévisions que l'on peut capter en France à l'heure actuelle? Il y a combien de... C'est énorme, il y a 200 ou 300, mais ce qu'il faut savoir, c'est... Il n'y a aucune qui soit sur l'art, en fait. Moi, je ne crois pas que le problème, ce soit sur l'art spécifiquement, parce que honnêtement, j'aime pas qu'on sectorise ou qu'on ghettoise, que ce soit l'art. Moi, je pense qu'on doit tous pouvoir participer à tout et tous échanger. Mais je veux répondre à votre question. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. C'est intéressant, sur 300, il n'y en a aucune. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les bouquets de chaînes que vous recevez chez vous sont tenus par 5 grands groupes en France, dont 2 marchands d'armes. Et on vous fait croire qu'il y a 10 milliards de chaînes. Il y a Lagardère, Universal Vivendi, ça y est, je vais avoir un trou. Éventuellement, vous le trouverez sur le site de Zaléa. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont ces 5 groupes qui tiennent tous les médias en France. Et là-dedans, si vous voulez vous glisser là-dedans, c'est pour ça que je parle de combat politique, parce que c'est très difficile, parce qu'ils ont la main mise sur les réseaux satellitaires, les réseaux câbles, et en partenariat avec l'Amérique, c'est noyauté par ces gens-là. Alors vous allez vouloir venir avec... Et nous, on est très fort en vente d'armes, de toute façon. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, je sais pas... aux autres, mais on est parmi les premiers au monde. Si vous avez de la chance, les marchands d'armes aiment bien avoir une caution morale, donc peut-être, effectivement, comme nous, quand on est monté sur le satellite, on est monté via Canal Satellite, on nous appelait la chaîne José Bové, ça les faisait rire parce qu'on était une caution morale pour eux, mais on était juste un petit poil à gratter comme ça, mais surtout, à peine on s'immisçait dans le bouquet, quoi. Et toutes les chaînes que vous avez, il y a un très beau travail qui a été fait par une association qui est AG45, la Maison des Médias. Alors, pardon, AG45. AG45, vous trouverez ça par Google, j'ai pas le site exact, dans laquelle il y a une association qui s'appelle Cohérence et qui s'est amusée à remonter toutes les filiations à partir des boîtes de production, des chaînes de télévision et toutes les connexions avec les grandes entreprises françaises. Et on arrive à 5, donc c'est 5 groupes. C'est intéressant, ils ont fait une étude Voilà, ils ont fait vraiment un un beau travail, c'est Cohérence, qui d'ailleurs font tout un travail, ils éditent un journal qui justement donne beaucoup la parole aux artistes, que ce soit en cinéma, en littérature, c'est très, très complet. Donc voilà, je pense à ça, et quand vous avez cette grille sous les yeux, bon, moi je pense qu'il faut jamais baisser les bras, mais vous pouvez comprendre la difficulté d'implanter tout cet univers-là et pourquoi c'est le désert culturel, parce que de toute façon la télévision ne sert plus la culture, elle sert l'argent, je suis désolée, quoi. Ils sont là pour faire un maximum d'argent et pas pour qu'on s'émancipe, pour qu'on se cultive. Voilà, et comme nous avons un invité suisse, je vais vous poser une question, mais peut-être que vous ne voudrez pas y répondre ou vous ne pourrez pas y répondre, parce que je ne sais pas du tout. Il y a combien de chaînes de télévision en Suisse? Il y en a combien? Il y a 3 régions linguistiques. Hein. Ah oui, 3 régions linguistiques, donc une grande richesse déjà. Et par région, il y a 2 chaînes, dont une chaîne un peu générale et une chaîne dite sportive, enfin qui se consacre surtout aux émissions de sport, et l'autre qui est donc générale, où on trouve également des émissions culturelles, évidemment. Et est-ce qu'il y a télévision comme nous d'État ou elles sont privées? Oui, c'est des chaînes publiques. Donc les 6 sont publiques. Oui. Enfin, il y en a qui sont publiques. La SSR, la fameuse télévision. Donc, ce qui est très répandu chez nous, ce sont les télévisions locales, régionales. Il y en a plusieurs et qui se portent bien et qui se consacrent aussi à la culture locale ou
ou oui. Ce qu'on appelle la télévision de proximité. Une télévision de proximité dans les villes, ouais. D'accord. C'est déjà très développé. Est-ce que c'est le cas en France? C'est déjà très développé en Suisse? Non, c'est assez développé en Suisse, tout comme les radios locales aussi, qui existent également. Merci beaucoup. Je voulais une précision par rapport à la France, parce que justement notre cheval de bataille, entre guillemets, ça a été, quand on a fait changer la loi, c'était justement que au niveau local, ils puissent se monter des chaînes de télévision. Et très vite, on a vu les institutions et les collectivités territoriales s'emparer de cette manne-là. Ah, oui. Et derrière tout ça, en plus, ils ont retrouvé un nouveau champ pour la publicité, pour les entreprises régionales, les grands groupes comme... je ne vais pas en citer, mais il y a les grands groupes qui tiennent des supermarchés, des choses comme ça. Donc ça aussi, encore une fois, comme en 81, quand il y a eu les radios, il y a eu effectivement une ouverture dans le paysage, c'est-à-dire les radios ont émergé, mais très vite, d'ailleurs merci à Monsieur Delanoë, parce que c'est grâce à lui que les Skyrock, ils ont fait descendre les jeunes dans la rue, et finalement toutes ces grandes chaînes ont récupéré la mise qui était pour les radios associatives. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec peut-être 500 radios associatives sur la France, alors qu'il y avait un espace qui avait été créé pour ce champ-là, qui n'avait pas à être récupéré par l'institution ni quoi que ce soit. Et aujourd'hui, en France, on retrouve le même phénomène au niveau des télévisions locales, c'est-à-dire il y a une brèche qui est ouverte. En 80, il y en avait une petite brèche qui s'était ouverte, c'est le privé qui est rentré dedans comme Canal+. Et là, aujourd'hui, la brèche qui a été ouverte avec la nouvelle loi Trottmann, on voit arriver donc toutes les collectivités territoriales, les institutions, et une fois de plus, ceux qui ont ouvert la brèche, ceux qui se sont battus, se retrouvent écartés, n'ont plus droit à des fréquences. Après, c'est des malversations. Alors, est-ce que c'est un phénomène franco-français? J'en sais rien, je pense franco-français, je sais pas. En fait, il y a quand même des choses à souligner, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives dans le monde, parce que nous, là, j'en ai pas parlé, mais on travaille aussi à un réseau international. On travaille beaucoup avec le Venezuela, l'Espagne, l'Italie, la Hollande. Et il y a quand même des exemples, après chacun son mode, mais en Allemagne, en Angleterre, il y a ce qu'on appelle le must carry, c'est-à-dire que c'est des chaînes de télévision qui sont transportées gratuitement, associatives qui sont transportées gratuitement, alors par le câble, par le satellite, voilà. Donc, il y a des initiatives sur lesquelles on pourrait prendre effectivement exemple. Et nous, enfin, notre démarche à nous par rapport à Azalia, c'est par rapport à un collectif qu'on avait monté pour faire changer la loi qui s'appelait la coordination permanente des médias libres. C'était justement via de faire pression au niveau des pouvoirs publics pour qu'il existe à la fois un fonds de soutien comme il existe pour les radios libres ou les clubs de foot qui serait financé par les recettes publicitaires des grandes chaînes privées qui utilisent les ondes, qui sont un bien public, à des fins d'enrichissement privé, donc un petit prélèvement on avait calculé 0,01%, c'est rien du tout, qui alimenterait une assiette qui pourrait être une mise de fonds, on va dire, pour aider au développement de ces télé associatives, comme l'autre chose, comme France 2, France 3, France 5 bénéficient sur le câble, sur le satellite, par exemple, d'un transport gratuit en tant que chaîne publique. On pourrait très bien imaginer, sans non plus avoir 15 milliards de canaux, mais un canal de plus réservé à des associations par région. Des solutions, il y en a des tonnes. Il y a un énorme dossier qui a été monté juste avant les élections, dont M. Jospin avait fini par récupérer, était prêt à s'engager au bout de 6, 7 ans, voire 10 ans. Bien évidemment, vous connaissez le résultat des élections. Donc ce grand dossier qui a été sur les télévisions locales et sur le travail de chaînes associatives et autres a été gentiment enterré par notre gouvernement. Donc là, on repart à zéro. C'était quoi? Il a été fait par qui, ce dossier? Il a été fait par tout un groupe d'experts, de toutes sortes de gens. Ils avaient pris le temps de... Il s'appelait comment, le dossier? Vous avez tout sur le site de Zalia, j'ai pas le nom. Alors, et dans quelle rubrique de Zalia? Dans les archives, en fait, parce qu'il y a tous les combats qu'on a menés. Donc, voilà. Dans les archives, il s'appelle comment, le dossier? C'est pas... Je ne sais plus. Non, parce que il faut, si ça intéresse quelqu'un, comme nous sommes un département en plus... C'est un rapport de 2002, mais qui n'est jamais sorti. Donc, mais ça s'appelle comment? Vous ne savez pas le rapport? Non, je ne me rappelle pas.
Donc c'est un rapport qui peut s'appeler Voilà, comment, donc en fait, il y a tout un travail qui est fait par des gens. Là, en l'occurrence, tout le monde avait été consulté, à la fois les universitaires, les historiens, les gens de terrain. Il y avait un vrai travail de fond qui avait été fait et tout ça a été enterré. Donc il faut recommencer à zéro. Quoi. Voilà donc, les mécanismes dans lesquels on est aussi. Quoi. Mais comme vous disiez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des exemples à l'étranger qui sont dignes d'intérêt et qui pourraient être sur lesquels on pourrait se rebondir pour trouver de nouveaux modèles, de nouvelles formes. Quoi. Ça, y a pas de souci. Écoutez, je vous remercie donc pour votre venue. Donc je remercie le grand témoin Raoul Sangla. Je remercie Monsieur Ebtener. J'ai pas fait de faute? Ça va? Ebneter, oui, c'est parfait. Oh, je suis désolée. Alors donc, je crois que le nom correct doit être ici. Voilà. Donc c'est bien ça. C'est un peu petit. Voilà, attendez, on va faire un peu plus gros. Voilà. On chante, on va Raoul à chaque fois. Voilà. Hein? Donc monsieur, on prononce Kurdin Ebneter. Voilà, Kurdin Ebneter. Conservateur du musée Rilke à Sierre en Suisse. Nous remercions aussi Charles Hinault et Madame Anne Mazorik. Et je vous dis donc, je vous donne rendez-vous pour le mois de décembre, comme d'habitude, le 7 décembre. Et le professeur, Marie-Claude Vetrino-Soulard aimerait intervenir parce que nous allons parler de deux choses aussi. Oui, c'est pour indiquer aux personnes qui sont ici et qui l'ont connu, puisque lorsqu'il était vivant, il était extrêmement présent, c'est que nous organisons une journée une matinée commémorative pour Jean Devèze à l'occasion du premier anniversaire de sa mort le 27 novembre l'année dernière. Alors c'est un petit peu compliqué pour le présenter parce que je ne fais volontairement pas partie du comité d'organisation, parce que je trouve que les personnes qui ont eu l'idée de le faire, c'est très bien en soi, mais s'y sont prises beaucoup plus tard, de telle sorte qu'on ne peut pas organiser quelque chose de correct. Ça n'est pas quand on s'y prend au 1er novembre que l'on fait quelque chose de correct pour le 27 novembre, y compris dans les salles. Néanmoins, ayant passé toute ma carrière avec Jean Devèze, ayant été son étudiante et son élève, je ne voulais pas boycotter non plus parce que personne n'aurait compris, et en tout cas ça aurait été très mal interprété. Donc je n'ai pas voulu boycotter cette organisation, de telle sorte que j'ai proposé, surtout pour les personnes qui le connaissent bien, elles ne vont pas être surprises, de présenter Jean Devèze pas seulement comme un universitaire, mais aussi comme un homme d'action et qui a été de tous les combats extrêmement militant, depuis l'éducation populaire jusqu'aux parents d'élèves, en passant par la résistance à la guerre d'Algérie, militer pour les droits de l'homme, contre la peine de mort, etc., etc. Donc on va fonctionner par témoignage, ce que je trouve peut-être plus intéressant. Évidemment, il y aura des personnes donc, qui sont parmi les organisateurs qui vont en parler en tant qu'homme institutionnel, puisqu'il était universitaire, mais qu'il a aussi participé au fonctionnement des organismes qui gèrent nos carrières. Donc il n'y avait pas non plus de raison de l'éliminer. Bref, on va peut-être réussir à faire quelque chose d'un petit peu correct. Donc c'est le 27 novembre à partir de 9 h. Pour les personnes qui connaissent Jussieu, c'est facile à trouver puisque c'est je vois que tu as eu la gentillesse d'afficher le séminaire écrit Images orales et nouvelles technologies. Donc c'est à l'étage en dessous, entre les tours 24 et 34 ou 34 et 24 comme on veut, au premier étage à la salle 105. Et il y avait eu un hommage qui avait été rendu au décès de Jean Devèze, qui est en ligne dans Art et Art, et c'est au moment des Archanges, c'est donc 2003. 2003, voilà, novembre 2003. Et grâce à toi, il y a aussi un hommage écrit dans les derniers actes écrit Images orales et nouvelles technologies, qui va être dont le lancement a lieu à la librairie Techné.
Pour nous, Voilà. communicateurs, qui est important à connaître puisque c'est la seule librairie à Paris dédiée à la communication pour toutes les publications françaises mais aussi internationales, si bien qu'on peut se procurer, grâce à l'équipe dynamique de Tecné, les ouvrages qui sont parus dans le domaine de la communication dans à peu près tous les pays du monde, à condition de le commander. Et la librairie Tecné a la gentillesse de bien vouloir lancer nos ouvrages personnels et nos ouvrages collectifs. Donc le lancement est mardi dans 15 jours à la librairie Tecné à partir de 18h30. La librairie Tecné se trouve tout près d'ici puisqu'elle est rue des Carmes, qui est une rue qui donne dans la rue des Écoles, à l'opposé de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Et après le lancement des actes, il y a un petit pot offert par la librairie Tecné. Donc voilà ce que je tenais à dire et je remercie Lise d'avoir bien voulu me donner la parole. Voilà, donc je remercie le professeur Marie-Claude Vétreneux-Soulard, sans laquelle il n'y aurait pas un REAR. Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée. Pour ceux qui le veulent, il y a le dîner habituel. Et autrement, nous donnons rendez-vous donc le 7 décembre pour le prochain REAR. Merci, au revoir et à bientôt. Voilà. Voilà. Non, c'est bien là ce que vous avez dit, parce que donc ça va. Parce que si vous voulez, c'est maintenant, vous rentrez dans le champ universitaire. Donc ça veut dire que vous devenez incontournable pour les universités aussi, c'est important. Et vous voyez, le problème, c'est grave, c'est que le ministère ne fout rien.